Bon, encore une réunion d'urgence sur Gaza, cette fois poussée par Alger au Conseil de sécurité. On finit par se demander si ces grands raouts onusiens pèsent encore quelque chose face à ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que ça change vraiment quoi que ce soit au bruit des bombes C'est une bonne question, mais justement, il faut peut-être regarder au-delà de l'impact immédiat. Ce n'est pas juste une réunion de plus, c'est une démonstration, une affirmation diplomatique. Une affirmation ? Oui. Alger a bougé très très vite. Ils ont réussi à rallier des Européens, ce qui, franchement, sur ce dossier, c'est pas rien. Ils ont un peu coupé l'herbe sous le pied d'Israël sur la question de la réoccupation de Gaza. D'accord. Donc concrètement, ça arrête les combats ? Dès les premiers Soyons mots, clairs, Ben Jamaat donne le ton. Cette discussion peut sembler inutile, voire surréaliste. Et il a raison. Comment peut-on parler d'État quand Gaza est en train d'être effacé ? Quand la famine n'est plus une menace, mais une arme ? Quand des enfants meurent à petit feu, sous blocus, sans eau, sans espoir ? On ne discute pas d'un État pendant qu'on le démolit en direct. S'active comme ça sur la scène internationale, ce qu'on entend de Paris, c'est, moins brillant, quoi. On parle de revers, de déclin même. Certains osent même le mot tiers-mondisation. C'est fort, non ? Le mot est très fort, c'est vrai, mais il reflète une tendance de fond qu'on voit dans pas mal d'analyses. Le recul français, surtout en Afrique, il est là, il est factuel. Et c'est plus juste conjoncturel, c'est structurel. Ah oui. Bah oui, regardez la séquence récente. Les retraits forcés au Mali, au Burkina Faso, au Niger, c'est pas rien. Les bases historiques Sénégal, Côte d'Ivoire, elles sont réduites. Au Gabon, la présence est devenue presque symbolique. Il reste Djibouti, quand même. Djibouti reste, oui, mais c'est plus le bastion français d'autrefois. C'est une base pour tout le monde maintenant. Et ce n'est pas que militaire d'ailleurs. L'économie aussi. Exactement. L'économique suit. Les parts de marché françaises en Afrique, elles diminuent face à la Chine, la Turquie, d'autres. Fini le temps de la chasse gardée. Et puis le coût de l'uranium au Niger qui touche Orano. Ça, c'est symbolique. Très symbolique. C'est plus qu'une perte économique. C'est toucher à un pilier de la puissance stratégique française, un héritage. L'image d'une certaine France se fissure, c'est indéniable. Et dans ce contexte tendu, la relation directe avec Alger se crispe aussi. L'affaire des visas, là, exigée soudainement pour les diplomates français. Simple péripétie administrative ou c'est une vraie claque, bien calculée ? Difficile de ne pas y voir une réponse du berger à la bergère, non ? C'est une affirmation de souveraineté, très directe, une manière assez cinglante, oui, pour Alger de dire que l'époque d'une certaine déférence ou peut-être d'une divinité tacite perçue est terminée. Donc, les règles ont changé ? C'est un peu ça le message, oui. Maintenant, c'est nous qui fixons les règles ici. Et la rapidité de la décision, ça montre une volonté de marquer le coup, de briser une habitude, un acquis. Cette assurance algérienne, on la voit aussi s'exercer ailleurs, même au Liban, qui était pourtant vu comme le précaré français par excellence. C'est de la simple solidarité ou il y a une volonté de remplacer Paris ? Le contraste des approches est intéressant. D'un côté, la France, dont l'action est parfois vue, à tort ou à raison, peu importe, comme une forme de tutelle, avec tout le poids de l'histoire. De l'autre, Alger qui arrive en parlant de fraternité, de respect de la souveraineté. Et avec du concret derrière. Apparemment oui. On parle de livraison de carburant quand il y avait des pénuries graves, de l'ouverture de vols directs Alger-Beyrouth, de canaux politiques discrets pour essayer de protéger le Liban. Le fait que Beyrouth se tourne vers Alger, c'est un signe. Un signe de confiance ? Oui, une confiance qui monte pour Alger, et forcément ça écorne un peu plus l'influence symbolique française là-bas. L'idée qui circule, c'est un peu quand les principes de souveraineté reviennent au centre, certaines influences historiques s'affaiblissent. Et comme si tout ça ne suffisait pas, on voit même des polémiques venues d'ailleurs, des États-Unis par exemple, avec l'affaire Candace Owens qui critique la France. Ça semble toucher l'image de l'Élysée, même de loin. C'est peut-être plus anecdotique, mais ça peut être vu comme un symptôme, oui. Une sorte de vulnérabilité de l'image internationale ou une difficulté à maîtriser le récit. Ces petites attaques, même externes, peuvent être utilisées pour fragiliser, pour détourner l'attention des vrais enjeux géopolitiques où la France essaye de tenir son rang. Donc si on essaye de synthétiser ce qui ressort de tout ça, on a une Algérie qui apparaît de plus en plus décomplexée, qui semble jouer sur les faiblesses perçues d'une France plutôt sur la défensive. C'est tout à fait ça. Tout en construisant sa propre image de puissance régionale, de modèle peut-être pour d'autres en Afrique. Exactement la dynamique décrite. L'Algérie choisit ses points de pression. L'Afrique pour contester l'héritage français,
Le Liban pour se poser en alternative plus respectueuse, peut-être, et elle profite aussi d'une image française qui semble plus attaquable en Occident. Elle se positionne en contrepoids, en fait. Oui, presque en antidote à l'influence française historique, forte de ses ressources énergétiques bien sûr, mais aussi d'un discours assumé de Nahda, de renaissance économique et diplomatique. Il ça vous frapper, semblait-il. Clairement, cette nouvelle assurance algérienne face à une influence française qui semble s'effriter, ça redessine les équilibres. Mais alors, la question qui reste, au-delà des symboles, des pics diplomatiques, quelle est la prochaine étape de cette confrontation, qui n'ose pas toujours dire son nom? Et surtout, au final, qui est vraiment en train d'écrire la suite de l'histoire postcoloniale dans cette région? Voilà de quoi réfléchir.